Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur 3 scandales qui ont un petit peu secoué le monde du rugby. Vous verrez, ces 3 affaires qui sont très différentes les unes des autres. J'en avais déjà évoqué 2 dans des anciennes vidéos, donc je pense que c'est un petit peu cool de mettre un petit coup de neuf dessus. Ça fait pas de mal. On va commencer très vite, mais avant ça, je vous rappelle qu'il est très important de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. C'est comme ça que je peux ensuite développer de plus gros projets. Aussi, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée au travers de l'algorithme, je sais pas pourquoi, mais j'ai sorti il y a pas longtemps une vidéo sur l'histoire de l'ancien pilier All Black Keith Murdoch. Donc c'est une histoire qui est assez hors du commun, on va dire. Et donc si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir à la fin de cette vidéo. Pour le premier scandale, il s'agit d'une affaire bien française, et je pense que nombre d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est l'affaire Bastaro, autrement appelée l'affaire de la table de nuit. Remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes en juin 2009, l'équipe de France est alors en tournée en Nouvelle-Zélande. À l'époque, Mathieu Bastaro est la nouvelle pépite des Bleus, et il se présente comme un espoir français au centre. Reconnaissable grâce à ses dreadlocks, mais surtout grâce à son style de jeu tout en puissance, le jeune Parisien de 20 ans compte bien sur cette tournée pour s'installer au sein du 15 de France. Les Bleus démarrent bien la tournée avec une victoire d'emblée à Dunedin sur le score de 27-22, mais ils échouent proche de l'exploit la semaine suivante à Wellington. On est alors le 20 juin 2009 et les Français, malgré la défaite, comptent bien aller fêter la troisième mi-temps dans les rues de Wellington. Mais le lendemain matin, Mathieu Bastaro se présente au médecin de l'équipe de France avec la pommette tuméfiée et il raconte avoir été agressé par 3 ou 4 voyous sur le chemin qui le ramenait à l'hôtel. Immédiatement, et c'est normal, le staff alerte la presse et publie un communiqué disant que Mathieu Bastaro a été agressé par 3 ou 4 individus à la sortie de son taxi. L'affaire est donc vite reprise dans les médias et commence à susciter l'indignation en Nouvelle-Zélande, pays notamment où doit se tenir la prochaine Coupe du Monde en 2011. Ça va prendre une telle ampleur, un tel écho, que même le Premier ministre néo-zélandais, John Key, va présenter ses excuses officielles à Mathieu Bastaro. Sauf que l'histoire ne va pas en rester là. Vous vous en doutez, sur une affaire aussi grave qui engage 2 pays diplomatiquement, il y a une enquête qui va être menée pour retrouver ses agresseurs et savoir pourquoi Mathieu Bastaro a été agressé. 5 jours plus tard, Mathieu Bastaro avoue publiquement que tout cela n'était qu'un mensonge et qu'il n'y a jamais eu d'agression. En effet, l'enquête a permis de mettre la main sur des images des vidéos de surveillance de l'hôtel, et sur les images on voit Mathieu Bastaro avec 2 coéquipiers et 2 jeunes femmes sortir du taxi et rentrer dans l'hôtel, et à ce moment-là, Mathieu Bastaro n'a aucune marque sur le visage. Ce qui prouve donc que sa blessure, elle est arrivée à l'intérieur de l'hôtel et non pas à l'extérieur, et qu'il donc n'a pas été agressé par 3-4 individus au hasard. En pleine tourmente, Mathieu Bastaro affirme être rentré très alcoolisé dans sa chambre et qu'en voulant se coucher, il se serait cogné sur la table de nuit lorsqu'il a sauté sur son lit. Comme vous pouvez vous en douter, les Néo-Zélandais sont scandalisés par ce mensonge qui a quand même terni la réputation de la Nouvelle-Zélande, et ils se sentent donc insultés par la manière dont ils ont été mis en cause dans cette affaire. À tel point qu'il faudra une intervention du Premier ministre de l'époque en France, François Fillon, pour s'excuser publiquement à son tour. Mais dans le même temps, il y a de plus en plus de gens qui commencent à douter de la nouvelle version de Mathieu Bastaro. Est-ce qu'il s'est vraiment pris une table de nuit? Ayant menti une première fois, il a perdu la confiance de ses interlocuteurs, qui commence à se demander si ce serait pas plutôt passé une agression dans l'hôtel et surtout une bagarre avec ses coéquipiers. Les rumeurs vont bon train. Moi par exemple, j'ai souvent entendu que c'était Picamol qui lui avait collé un pain, mais il n'y a pas de preuve de ça non plus. Donc en fait, Mathieu Bastaro, il contrôle plus rien à ce moment-là. Humilié et épuisé par ce scandale qui stoppe son ascension en bleu, il décide de sauter la vie quelques jours plus tard en se tranchant les veines et il s'évanouit. Alerté par le bruit de sa chute, parce que bon, le gars il fait quand même 110 voire 120 plombes, des amis qui étaient présents chez lui appellent les secours et le joueur a finalement pu être sauvé. Encore aujourd'hui, Mathieu Bastaro maintient sa version des faits quant à la table de nuit, et ce malgré les rumeurs qui courent encore. Et heureusement pour lui, il semble avoir réussi à surmonter cette épreuve qui l'a profondément marqué, et tout cela lui a conféré un esprit de revanche assez singulier, le voyant même devenir capitaine des Bleus lors de la tournée en Nouvelle-Zélande en 2018. Pour la deuxième affaire, nous nous retrouvons là encore en 2009, mais en Angleterre cette fois-ci. L'équipe anglaise des Harlequins est alors en train de disputer un quart de finale de Coupe d'Europe face aux terribles Irlandais du Leinster. Le match est très disputé et les 2 équipes se rendent coup pour coup. Les Harlequins tiennent le choc et en seconde période, Dean Richards, l'entraîneur, décide de faire sortir le numéro 10 titulaire Nick Evans pour le remplacer par Chris Malone. Et là, c'est la tuile. Seulement quelques minutes après son entrée en jeu, Chris Malone se blesse aux ischio et il ne peut pas continuer le match. Bon, c'est pas grave, il y a encore des remplaçants, me direz-vous. En effet, Malone est remplacé par l'ailier Tom Williams. Seulement, le gros souci des Harlequins là, c'est qu'ils n'ont plus vraiment de buteurs, ils n'ont plus de joueurs capables de tirer entre les perches. Oui, parce que là, en fait, ils n'ont pas le droit de faire re-rentrer Nick Evans, donc qui était le numéro 10 titulaire
en première période. Ils ont pas le droit de le faire rentrer parce que c'est une question de sortie sur coaching, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, ils peuvent pas le faire rentrer. Ils ont fait rentrer du coup Tom Williams, un ailier qui ne s'est pas buté à la place. Bon, il y a bien l'arrière Mike Brown, mais ce dernier, peu à l'aise face aux perches, va manquer une pénalité cruciale à peine 8 minutes de la fin. Et son équipe demeure menée 6-5. Mais c'est alors que l'ailier rentrant, qui avait remplacé Chris Malone, se met à saigner abondamment de la bouche. En vertu des règles en vigueur, un joueur qui saigne doit impérativement être remplacé le temps de soigner son hémorragie, pour éviter notamment les risques de contamination de maladies comme l'hépatite ou le sida. Et donc tout cela autorise le staff de Dean Richards à faire re-rentrer Nick Evans le temps que Tom Williams se fasse recoudre. Ce qui résout miraculeusement ce problème de buteur. Mais malheureusement pour les Harlequins, leur chance va s'arrêter là, puisque Nick Evans va manquer le drop de la gagne, laissant les Irlandais composter leurs billets pour les demi-finales. Mais où est le scandale ? Me direz-vous? Eh bien, il s'avère que quelques jours après le match, les officiels de la compétition et des journalistes commencent à s'interroger sur la blessure providentielle de Tom Williams. Pile poil le moment où son équipe avait besoin qu'un buteur le remplace et rentre sur la pelouse. Et ce, d'autant plus que le joueur ne semble pas avoir reçu de coups ou de blessures susceptibles de le faire saigner de la sorte. Who punched Tom Williams in the mouth? Tom Williams? Mais surtout, et c'est ça qui va vraiment déclencher l'affaire, ils se rendent compte que lorsqu'il sort, Tom Williams adresse un clin d'œil malicieux à son staff. Une enquête est alors ouverte et le subterfuge est mis à jour. Tom Williams n'a jamais été blessé, il a tout simplement croqué dans une capsule de faux sang que le soigneur lui avait donnée. Le tout, vous l'avez compris, pour forcer son remplacement. Mais en plus de ça, les enquêteurs vont découvrir que c'est pas la première fois que les Harlequins utilisaient cette tricherie, ils l'ont notamment utilisé dans 4 autres matchs auparavant, et face à ce scandale qu'on va appeler le Bloodgate outre-Manche, les Harlequins vont être condamnés à payer 260 000 livres d'amende, soit près de 300 000 balles. Tom Williams, l'ailier qui a croqué dans la capsule, va être suspendu 4 mois, tandis que l'entraîneur Dean Richards et le président du club vont tous les deux démissionner. Ouais, ça fait cher, surtout pour pas se qualifier. Et puis, c'est gratuit, je vous donne une petite anecdote. Lors de la saison suivante, en fait, les Harlequins ont souvent été charriés sur le terrain par leurs adversaires, ils ont été tricheurs, etc. Mais aussi en tribune, il y avait les supporters qui étaient assez taquins, puisqu'en gros, les supporters adverses, parfois, ils allaient attendre les Harlequins à la sortie du bus, et ils étaient déguisés en vampires. Ah ça, quand faut charrier, les Anglais, c'est des champions. Pour le troisième et dernier scandale, on va remonter en 1995 lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Nous sommes alors à 2 jours de la grande finale qui va voir s'opposer les Springboks sud-africains aux All Blacks de Nouvelle-Zélande. Sortant d'une demi-finale magistrale au cours de laquelle Lomu et ses coéquipiers ont littéralement écrasé les Anglais, les Néo-Zélandais sont considérés par tous comme les grands favoris pour la victoire. Mais alors que l'équipe est au cinéma pour décompresser un petit peu avant le match final, les joueurs commencent à se sentir patraques et à ressentir de violentes douleurs au ventre. Rapidement, les All Blacks se précipitent en dehors de la salle pour aller aux toilettes, faisant du mieux qu'ils peuvent pour ne pas vomir partout. Le groupe demande alors immédiatement à rentrer à l'hôtel pour aller voir les médecins, et on raconte que sur le trajet, les All Blacks ont demandé à ce qu'on ouvre les fenêtres du bus pour pouvoir vomir. Une fois à l'hôtel, le manager des All Blacks, Laurie Mains, fait le compte des victimes. Les 2 tiers de son effectif semblent atteints d'une gastro foudroyante, et ça de manière totalement inexpliquée. Cependant, pour éviter de donner aux Springboks un avantage psychologique, les All Blacks décident de ne rien laisser paraître et de ne rien dire à la presse. Et surtout donc, ils décident de jouer la finale dans 2 jours, alors que leur état est assez désastreux. Ce sont donc des Néo-Zélandais très diminués qui se présentent face aux Sud-Africains, dans une finale ultra serrée de laquelle Pienaar et ses hommes vont sortir vainqueurs pour leur première Coupe du Monde. Mais très vite, Laurie Mains va revenir sur la maladie qui a touché ses joueurs et va affirmer que son groupe a été empoisonné. Il explique par exemple que lors du repas, avant d'aller justement au cinéma, on a demandé à ses joueurs d'aller dans une salle à part de l'hôtel. Il décide aussi d'engager un détective privé qui ne va pas trouver grand chose, mis à part que, chose intéressante quand même, que l'hôtel en fait avait engagé une serveuse 2 jours seulement avant que les All Blacks n'arrivent, qui a tout simplement disparu une fois que les All Blacks ont été empoisonnés. Il faut savoir aussi que la fédération sud-africaine n'a jamais été mise en cause et que les soupçons se sont plus tournés vers les bookmakers, donc ceux qui font les paris, parce que les Blacks, comme je vous l'ai dit, étaient considérés comme largement favoris et donc énormément de gens avaient parié sur eux. Et pour les bookmakers, le fait que les All Blacks perdent, ça aurait été le moyen de récupérer beaucoup d'argent. Mais à l'heure actuelle, tout cela ne reste qu'une hypothèse, on ne sait pas vraiment bien ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde, et je pense que ça va rester l'un des grands mystères de l'Ovalie.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker ou à me laisser un petit commentaire, ou même à me laisser un pourboire en cliquant sur le bouton merci ou directement sur le site Utip. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vais essayer de développer un petit peu plus Instagram et TikTok, donc si ça vous intéresse, allez vous abonner à mes comptes. J'ai plein d'idées pour faire des contenus toujours en rapport avec le rugby, mais un peu plus légers. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces affaires, quels sont vos avis là-dessus. En attendant, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.